commencer la table ronde. Donc je laisse les dernières personnes s'installer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la performance qui s'est tenue dans le hall. Donc merci beaucoup à Caroline et à Nils. C'était un très beau moment. Merci à vous. Oui. Donc pour poursuivre le programme que je vous avais annoncé en début d'après-midi, aujourd'hui là je suis entourée par donc Camille Farabuller ainsi que Nayan Sakou Moufankolo et Jérôme Godin pour discuter d'une conversation, je pense, qui va faire écho avec celle qu'on a pu avoir avec l'ECAL. Comment rendre les écoles d'art plus inclusives? Il faut savoir que là, on va utiliser le terme d'école d'art au sens très très large. Il faut plutôt le prendre dans le sens les écoles qui ont pour but d'amener les étudiants à entrer ensuite dans des industries créatives. Donc, pour commencer cette table ronde, pour resituer un petit peu, en fait, elle a été pensée par Teresa Maranzano et par Elisa Fulco autour d'un article qui a été écrit par Ben Barry, qui est le doyen de la Parsons New York. Et donc, il a écrit un article qui s'appelle « How to Transform Fashion Education, a Manifesto for Equity, Inclusion and Decolonization ». Donc, comment transformer l'éducation mode, un manifeste pour l'équité, l'inclusion et la décolonisation. Et, il a été publié en 2021. Et donc, j'ai envie de reprendre un peu les interrogations. Dans son texte, il dit qu'en tant qu'enseignant, on doit s'interroger pour pouvoir se situer avant de pouvoir prendre la parole dans un espace collectif. Donc, c'est la question que je vous pose à tous les trois. Peut-être la première, quelle a été votre approche de la mode? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre en premier? La manière dont vous êtes un peu tombé dans la mode. J'y vais. Oui. Bon, j'en profite déjà pour remercier toutes les intervenantes qui sont passées avant nous. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, donc je commence par là. Comment je suis tombée dans la mode? Je crois que je me suis pas très bien rendu compte sur le moment de ce qui se passait. C'est un peu après, avec le recul. Pour moi, la mode, c'était... Enfin, je vais reprendre c'était une façon... C'est comme avoir une espèce de carte VIP pour accéder à un club très privé. Voilà. Mais sans parler de luxe, hein, c'était tout d'un coup pouvoir comprendre, avoir tous ces codes et ces références qui font qu'on peut appartenir à un groupe ou pas. Là, je parle aussi de classe sociale. La question du genre, la question de la race rentre en compte. Et je pense que mon expérience personnelle, parce qu'en l'occurrence, j'étais une enfant adoptée, avec des origines libano-sri-lankaises. J'ai grandi en Suisse. Du coup, j'ai cette espèce de background multiculturel et uniculturel à la fois. Parce que je pense que vous pouvez l'entendre dans mon accent, qui est très, très jeune voix, que je me traîne. Et ça, en fait, c'est toutes ces questions, tout d'un coup, d'appartenir à un groupe, à une famille, et qui, moi, me taraude, je pense, depuis mon adolescence. Et puis la mode, c'était pour moi un peu comme le Graal, comme ça, c'était avoir accès à toutes ces règles, en fait. Et au début, c'était très sérieux. Et ensuite, c'est devenu un jeu. Donc voilà. Peut-être Jérôme Godin. Pour une fois, je vais être court. Tout simplement, c'est justement... Moi, avant, je veux dire, bien sûr, je m'habillais, je m'intéressais à comment m'habiller, aux couleurs que je portais pour un peu, à la fois... faire partie d'un tout, mais en même temps mettre des choses qui me plaisaient. Mais je pense que le moment du vrai questionnement, c'est quand on a dû réfléchir autour de ce manifeste, justement. Où là j'ai dû aller plus loin, plus être dans la réflexion de ce design universel, de l'accessibilité, mais aussi de dire que la mode... Parce que la première réaction que j'ai eue en travaillant là-dessus, et quand on m'interviewait, mais au fond...
la mode, c'est annexe. Un peu d'ailleurs, on fait la même chose avec la sexualité. Qu'est-ce que les handicapés vont s'embêter avec le sexe et la mode? Ils ont tellement d'autres problèmes. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont s'embêter avec ça? Et de leur répondre non, c'est pas accessoire. Et en plus, en y travaillant, en parlant avec Teresa, avec toute l'équipe de Tu es canon, ben on se rend vite compte que non, c'est pas accessoire, c'est même fondamental. Donc ouais, voilà, je suis rentré par ce biais-là. C'était peut-être court, mais c'était très intéressant en tout cas. Du coup, Niafin Sakou. Alors, bonjour, vous m'entendez bien? C'est tout bon? Super. Plus fort, d'accord Niels, plus fort, ça va comme ça? Donc, avant de commencer, j'aimerais sincèrement vous remercier, toutes les deux, et toute l'équipe du MUDAC pour cette invitation qui est tellement importante que même le mot important n'est pas suffisamment fort pour exprimer la place centrale que ces enjeux devraient prendre de manière générale. Je suis ravi de faire partie de cette table ronde. Et pour moi, c'est un peu complexe. C'est-à-dire que la mode, j'ai pas fait d'école de mode ou quoi que ce soit, mais la mode a toujours été un peu omniprésente dans ma vie, de par justement mon neuroatypisme et donc aussi les questions sensorielles. Parce que c'est vrai que, comme ça a été dit avant, la question du sensoriel est très très important. Et effectivement, choisir ses vêtements et choisir des vêtements qui sont adaptés passe aussi avant tout par les sens. Et donc, c'est vrai que... Et aussi les couleurs. J'avoue, je suis toujours habillée en noir, par exemple, plus souvent en noir. Il me faut en tout cas des tissus qui soient suffisamment doux, pas des choses qui vont gratter ou quoi que ce soit, parce que sinon ça va pas être possible du tout. Donc c'est vrai que la mode a toujours été un peu un challenge dans une certaine mesure, un challenge parce que c'est quelque chose qui nous habite et qu'on habite en même temps. Et donc du coup de trouver une espèce de seconde peau qui soit adapté et qui s'adapte aussi à nous, est excessivement compliqué. Donc c'est vrai que parfois j'ai tendance à être un peu monomaniaque. Dès que je trouve un habit, c'est toujours à peu près le même que j'achète à différents exemplaires, je sais. Mais en tout cas, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver des vêtements qui puissent nous faire du bien aussi. Parce que comme on l'a dit, il y a aussi cette caractéristique de bien-être à un moment donné et qui ne doit pas être par défaut. Et il faut véritablement que la mode change pour ne plus être un espèce de par défaut, mais vraiment une espèce de seconde peau qui permette aussi de nous habiller. Donc voilà, je n'ai pas fait d'études en mode, mais par contre la mode est véritablement omniprésente dans ma vie. Je répète un peu ce que je disais tout à l'heure. Finalement, c'est vrai que la mode nous concerne en fait tous et toutes. Et ce n'est donc pas un sujet annexe, comme le rappelait à l'instant Jérôme Gaudin. C'est vrai qu'on a tendance à ranger la mode du côté du futile, et elle l'est pour plein de raisons au sens de l'industrie en elle-même. Mais elle reste aussi quelque chose qui nous permet d'être qui nous sommes et de pouvoir le dire haut et fort, donc c'est très important de le rappeler. La deuxième question que pose Ben Barry et que je trouve très intéressante, c'est comment est-ce que vous avez été reçu par les écoles d'art, soit parce que vous y avez fait des études, soit parce que maintenant vous y intervenez. Est-ce que quelqu'un se sent d'intervenir? Donc, moi, en termes de background, j'ai fait des études universitaires en histoire de l'art et en anglais, avec une spécialisation en études culturelles et en théorie critique. Et c'est vrai que de manière générale, le monde académique est un milieu, on va dire, très hégémonique. Donc c'est vrai que par exemple l'histoire de l'art que l'on m'a enseignée est une histoire de l'art hégémonique, donc généralement plutôt d'artistes blancs, plutôt hommes, et on écarte vraiment toutes les minorités, sauf qu'on a un courant qui a été appelé l'art brut, par exemple, mais qui est un courant un peu annexe et puis qui est un peu de côté comme ça, etc. etc. Donc c'est vrai qu'à l'époque où j'ai fait mes études, la diversité et l'inclusion, c'était pas trop ça. Très honnêtement, c'était vraiment pas trop ça. Aujourd'hui, il y a du progrès, aussi par rapport au poste que j'occupe actuellement, donc il commence à y avoir du progrès. Mais c'est vrai que quand j'étais en milieu scolaire, j'étais plutôt seul. Et ça a continué pendant très très longtemps. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, je pense que ce sera intéressant que j'y retourne juste pour voir. Mais c'est vrai qu'en tout cas à l'époque, c'était vraiment pas ça. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Jérôme Gaudin?
Alors, par rapport à l'accessibilité des écoles, j'ai envie de dire, ça avance, mais à 2 à l'heure. Ouais. Moi qui me bats pour une école inclusive, ça avance vraiment lentement. En plus, le canton de Vaud vient d'avoir un magnifique résultat, puisqu'on a un nouveau responsable de droite et qui est juste capable de pleurnicher quand il voit un étudiant souffrant de dyscalculie en disant « Oh, ça me touche parce que moi-même j'ai des enfants », mais qui au fond n'a pas avancé depuis qu'il est en poste. Et qui j'ai pu voir n'y connaît pas grand-chose. Et puis j'ai envie de dire un des problèmes fondamentaux qui existent encore, c'est qu'on est sur le problème pour les handicapés du diagnostic ou pour les problèmes autres de genre ou de couleur de peau sur la spécificité. Besoins spécifiques. J'ai horreur des besoins spécifiques. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on dépasse le diagnostic et qu'on puisse dire « Mais qu'est-ce que peut m'apporter l'élève ou l'étudiant en question ?» Sa plus-value. C'est pas la question de quelle est la difficulté. Quelle est la difficulté, c'est adapter l'environnement et des choses comme ça. Mais pour pouvoir y répondre, c'est quelle plus-value. Au lieu de partir de qu'est-ce qu'il y a en moins, qu'est-ce qu'il y a en plus. Le fait d'avoir des gens de couleurs différentes, de provenances différentes, et puis aussi qu'on puisse parler de ces débats identitaires. En plus, il n'y a pas besoin d'être adopté aujourd'hui pour avoir ces questions de où je me place, parce que au contraire de ce que pense la majorité politique, on n'est plus dans des trucs. Cette question d'identité là, c'est la majorité qui se la pose. Le problème, c'est que nos politiciens ne prennent plus les transports publics. Donc, ils ne voient pas la diversité dans les bus et comment les ados parlent et se posent des questions. Donc, amenons cette diversité-là et arrêtons de nous poser des questions de spécificité, quoi. Merde. Peut-être Camille Farabulaire. Alors moi, j'ai eu un parcours un peu... une expérience différente que la tienne, Nayan Sakou. J'ai d'abord commencé par un bachelor en économie à l'Université de Genève et on était dans un amphithéâtre de 300 personnes et la parité de genre était là et la diversité était là aussi. Et quand je suis arrivée en design de mode à la HEAD, et tout d'un coup, c'était un petit peu différent. Alors c'est une filière, la mode, qui rassemble beaucoup de minorités, en l'occurrence, donc c'est sûr que par rapport à d'autres filières, on coche un peu la case de la diversité, mais la question raciale n'était pas forcément présente et c'était pas un sujet. C'est-à-dire que je pense qu'on avait tous bien intégré pas mal de biais et puis on faisait avec. Après, ce qui est aussi assez ambigu avec la mode, c'est que c'est quelque chose qu'on consomme. En tout cas, moi, que je consommais à l'époque beaucoup par l'image, les défilés, les sites qui repostaient justement les défilés de grandes maisons. Et puis là, tout d'un coup, on voit aussi quand même une diversité dans les castings qui a évolué, mais qui était déjà assez présente à l'époque. Et c'est comme si tout d'un coup, c'était pas une question au sein de l'école, en l'occurrence. Et j'ai l'impression que j'y suis revenue ensuite à l'aide en tant qu'assistante et j'ai refait un master en art visuel qui est aussi une autre section et un autre fonctionnement. Et là, j'ai vu des changements et je les vois encore aujourd'hui. Merci pour cette touche positive quand même, ça fait du bien à entendre, je ne sais pas pour vous, mais ça porte un peu. La troisième question que pose Ben Barry et la dernière qui servira à introduire nos intervenants auprès de vous. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans ce parcours que vous avez eu ? Je pense que ça rejoint un peu ce que venait de dire Camille Farabulaire. Ah là là, Jérôme. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai pas fait de parcours autour de la mode au niveau de mon parcours. Aujourd'hui, ce que je peux dire par rapport à l'avantage que j'ai par rapport à une formation universitaire, c'est que j'ai pu m'adapter au fur et à mesure de mon parcours professionnel, changer d'optique. Je suis parti psychologue, maintenant je suis conseiller formateur en question de handicap. Si j'avais pas fait l'université, ça aurait pas été possible. Mais par contre,
de l'autre côté, c'est que mon parcours professionnel au niveau de l'assurance invalidité, il me pose problème. Parce que je rentre pas dans leur case. Aujourd'hui, j'ai toujours pas de rente. Aujourd'hui, ils m'embêtent à longueur de journée. Je suis en train de perdre une énergie folle. Donc, merci à mes études parce qu'elles m'ont libéré, mais pas merci à mes études parce que, comme je rentre pas dans les cases, je suis obligé de m'épuiser pour être reconnu. Alors, de mon côté, je pense que mon parcours, de manière générale, c'est un peu goupillé d'une manière qui a fait que j'ai pu prendre conscience, en fait, de beaucoup d'inégalités au fur et à mesure que j'ai avancé, au fur et à mesure que j'ai commencé aussi à avoir des outils pour commencer à voir les choses, voir des choses qui sont justement invisibles et qui sont rendues invisibles par la société de manière générale, parce que finalement on a tous grandi dans la même société où on invisibilise des personnes et puis on apprend en fait à invisibiliser les personnes, parce que c'est aussi comme ça qu'on nous raconte les histoires et c'est comme ça qu'on déambule dans la rue et qu'on a accès ou non à certains espaces, etc., etc. Donc c'est vrai que dès le moment où j'ai commencé à pouvoir voir, à vraiment m'apercevoir, je me suis dit qu'il fallait vraiment en fait faire quelque chose, ou en tout cas essayer de faire quelque chose pour faire bouger un peu les lignes et véritablement être inclusif et pas uniquement inclusif sur papier, parce que oui, c'est toujours super l'inclusion performative, mais d'être véritablement inclusif et de veiller en fait plus qu'à une inclusivité, essayer d'arriver à une forme d'équité, tout simplement. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Ouais, je vais peut-être juste ajouter quelque chose. Je pense que des fois j'ai des doutes et ma collègue Aude, qui est en face de moi, les partage aussi, mais je crois plus le temps avance, plus les échanges se font aussi avec les étudiants, en tout cas au sein du département mode, plus je crois en le fait que la mode peut être un endroit en fait, où les choses peuvent changer. C'est sûrement très utopique de ma part, mais j'y crois et je pense que c'est un lieu qui permet, en fait, qui donne la place à ces questionnements, qui fait des erreurs aussi tous les 2 mètres, ça c'est sûr, mais qui continue d'avancer. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire à partir de ce médium-là. Merci à tous les 3 pour cette présentation. Ma prochaine question, c'est pour revenir un petit peu donc sur le but un peu de cette conversation, qui est de parler des possibilités d'inclusivité au sein des écoles d'art. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui cette question qu'on a appelée la diversité et l'inclusion dans le milieu scolaire dans lequel vous intervenez? Alors moi, si vous voulez, aujourd'hui, puisqu'on parle de ces écoles, donc on vient nous chercher en tant qu'experts aujourd'hui. Mais ce qui serait chouette, c'est qu'on ait plus... Il y a 2 choses qui seraient chouettes. C'est qu'on ait plus de personnes en situation de handicap qui soient intégrées dans les cursus. Enfin, parce que vous voyez, j'ai vu parmi les étudiants qui ont participé, j'ai eu une personne malentendante. Une. Hein, pas 10, pas 20, pas 30, une malentendante. Les personnes qui ne sont... on a pratiquement que des neurotypiques. C'est pas génial. Et puis la deuxième chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous a dit plusieurs fois que l'ECAL n'avait pas pour objectif principal la mode, et puis ils se sont occupés de faire des boutons accessibles. Mais alors pourquoi la aide qui s'occupe de mode ne se met pas avec l'ECAL pour faire un projet commun? Parce que le problème de mes étudiants, c'est qu'ils ne pouvaient pas travailler sur le tissu, la forme du vêtement. Donc à un moment donné, arrêtons ces tissus. Tout le monde nous parle de collaboration, de mettre ensemble, on pousse les étudiants à utiliser plusieurs domaines d'études pour faire leur travail. Et quand on arrive au concret, il ne se passe plus grand-chose. Moi, j'aimerais bien mais j'accuse personne, hein, mais qu'on y aille vraiment franco. Je veux dire
que la haine arrête de regarder l'école de haut ou je sais pas quoi, ce genre de truc. Il faut vraiment que ça collabore, quoi. Et puis qu'on intègre vraiment des étudiants. Je veux dire, par exemple, vous vous rendez compte que je savais pas, c'est Teresa qui me l'a dit. Le vieux bâtiment de la Aide, moi, j'y ai pas accès. J'y ai accès qu'au nouveau. Donc, ça veut dire que si je voulais faire des études au sein de la Aide, je pourrais les faire que dans une partie du bâtiment. On est au XXIe siècle et je rappelle que normalement, ce genre de lieu devrait être accessible. Et puis, c'est en ayant des étudiants qu'on fera rentrer cette diversité. Je veux dire, on ne devrait plus avoir ce genre de dire « Ah, mais je suis la seule personne de couleur neuroatypique, transgenre, je sais pas quoi, mais il en faudrait plein. » Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'un des grands problèmes, en tout cas en termes, là on va parler de l'accès au bâtiment, typiquement, c'est que le bâtiment, nous il y a Design Mode de la Aide, il appartient pas à la Aide, c'est un bâtiment patrimonial. Donc là, ça pose des questions aussi d'histoire, de manière générale. Qu'est-ce qui, à un moment donné, bien évidemment, ça fait partie du patrimoine, donc on est sur une mémoire patrimoniale, etc., etc. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut effectivement modifier ces bâtiments qui sont protégés? Parce que c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une protection qui ne vient pas de nous, entre guillemets, mais qui vient vraiment du cercle politique, pour pouvoir toucher les bâtiments. Donc c'est vrai que ça a été d'ailleurs une des mesures que j'ai mises en place, enfin sur lesquelles j'ai travaillé notamment aussi avec ma très chère collègue, je profite de la mentionner, Émilie Parando, qui est conseillère aux études, avec qui je collabore de manière très étroite, où on a une petite échelle, mais on a pu en tout cas engager un début d'ensemble de travaux qui visent à améliorer l'accessibilité de ce bâtiment. Parce que c'est vrai que pour moi, ça a été une des premières choses où je me suis dit, mais ce bâtiment, il n'est pas accessible. Alors oui, on peut y accéder par derrière, comme ce qui a été dit, comme tu l'as dit, il est accessible à une partie, mais là, il va y avoir en tout cas des travaux qui vont faire que ça va être un peu plus accessible dans la mesure du possible de ce bâtiment patrimonial. Mais ça pose aussi justement à ce moment-là des questions qui vont être beaucoup plus, entre guillemets, structurelles, où on a l'impression qu'on est en train de s'attaquer à un millefeuille. C'est-à-dire qu'on gratte une surface, on se dit ok, et puis finalement, d'un coup, il y a, on est encore plus empêché parce qu'on ne peut pas agir, en tout cas de manière aussi libre, parce que le bâtiment ne nous appartient pas, parce qu'il s'agit à ce moment-là du patrimoine. Et comment est-ce qu'on questionne aussi justement tous ces bâtiments du patrimoine, de manière générale, qui sont tous sauf inclusifs en termes d'accessibilité, etc., etc. Mais effectivement, et je pense que là, il y a des choses qu'il faudrait changer, en tout cas, même à une sphère même supérieure, pour justement faire en sorte de pouvoir encore faire plus bouger les lignes. Peut-être avant de continuer, ça serait bien que vous rappeliez un petit peu, faut passer à chacun, donc Jérôme Godin a expliqué qu'il intervenait pour faire évoluer les questions d'accessibilité et de permettre un meilleur accès aux personnes en situation de handicap, notamment dans les écoles. Peut-être vous voulez toutes les deux vous présenter et dire un peu vos rôles respectifs. Oui, j'y vais. Du coup, moi, je suis intervenante invitée au sein du département mode en bachelor et en master. Et puis, j'anime un séminaire qui se situe un peu entre la théorie et la pratique, notamment avec les deuxièmes années. Et le but, c'est d'avoir une autre approche, déjà pédagogiquement de la théorie, que ce soit un petit peu moins lourd, un petit peu moins gros comme ça. Et le but aussi, c'est qu'ils arrivent à faire le lien entre leur pratique et la théorie, puisque souvent c'est très déconnecté. Et puis dans ces questions aussi de production un peu à outrance, l'idée de peut-être produire un peu plus de pensée et puis un peu moins de matériel, ça peut aussi être une solution pour la fin. Donc ça, c'est des choses que je fais avec les deuxièmes années. Et je suis aussi des ateliers de première année. Je suis souvent en binôme avec un designer ou une designeuse praticienne. Et puis moi, j'interviens sur les questions justement de scénographie à la fin, sur la façon dont les étudiants vont présenter leur projet, le conceptualiser. Et ensuite, je fais aussi des suivis théoriques de thésis en bachelor. Voilà, beaucoup de choses.
Oui, non, puis la dernière chose, c'est que je m'occupe du casting du défilé de la Aide, c'est là où la boucle est bouclée, parce que c'est là qu'on voit justement les questions de représentation et de diversité, qui est quand même une vitrine pour le département et l'école. Et je pense qu'il y a pas mal de nœuds qu'on rencontre en fait à ce moment-là. Alors pour ma part, j'ai plusieurs casquettes à la Aide. Je suis maître d'enseignement en théorie critique, donc j'enseigne de manière transversale au bachelor des cours d'introduction aux théories critiques, que ce soit par exemple d'introduction à l'intersectionnalité, où on parle justement de l'intersection des identités. J'ai notamment des étudiants qui viennent de l'entier de la Aide. J'ai autant des étudiants qui sont justement en design mode, accessoires à bijoux, en art visuel, en communication visuelle, en architecture d'intérieur, etc., etc. Et je suis aussi délégué à l'inclusivité, donc ma mission en somme, c'est de construire une politique institutionnelle qui soit plus inclusive et qui soit plus diverse, qui soit inclusive et diverse. Voilà. Là, ça fait 1 année et demie maintenant que je suis en poste, donc c'est encore tout frais, on va dire. Mais, et il y a déjà des choses qui se font, donc d'où aussi l'importance d'avoir des postes qui s'ouvrent sur ces questions-là, avec des personnes qui soient là spécifiquement pour traiter de ces problématiques, pour pouvoir faire bouger les choses. À côté de ça, je fais beaucoup de choses, je ne vais pas m'étendre sur tout. Je fais aussi du suivi de thesis au niveau bachelor, donc sur la transversalité. Notamment, c'est assez intéressant parce que là, je suis des étudiants en architecture d'un travail qui écrivent un bachelor thésiste sur justement l'accessibilité, comment penser l'accessibilité dans des restaurants, etc., etc. Donc c'est vraiment super en fait de voir aussi qu'il y a des programmes, ou en tout cas qu'il y a des étudiants qui pensent ce genre de choses aussi dans leur recherche, dans leur travail de bachelor. J'en profite, j'aimerais rebondir un peu sur ce que nous expliquait Jérôme Gaudin, et j'aimerais savoir un peu quelles sont peut-être les idées reçues, ou en tout cas les freins que vous rencontrez lorsque vous intervenez dans les milieux scolaires. Est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent de manière récurrente? Alors, si on parle de manière générale, je dirais que c'est toujours cette idée du diagnostic et du spécifique. C'est le gros truc. C'est que, surtout au niveau disons des institutions, c'est qu'ils partent dans leurs problématiques. En dehors de mon expérience de l'école, justement, on posait la problématique en termes super spécifiques. Et puis on s'attend que je sois un expert en mobilité réduite. Ouais. Et moi, c'est pour ça maintenant, je me dis justement conseiller et formateur en question de handicap généraliste. C'est pour dire aux gens, non, moi je suis pas un spécialiste pour mon PMR parce que j'ai croisé des personnes malvoyantes, malentendantes, sourdes, aveugles, neuroatypiques. Et du coup, j'ai piqué des choses à chacun pour parler de leur réalité. Je veux dire, on se fréquente. Et comme tu as dit, la transversalité est une chose essentielle. Donc ça, c'est un gros frein. Par contre, j'ai envie aussi de parler d'un grand espoir que j'ai. C'est que depuis quelques années, je vois une nouvelle génération d'étudiants et que ces étudiants-là, justement, de par les questions autour notamment du genre, les questions raciales et autres, sont beaucoup plus ouverts. Pour eux, le fait que je parle d'inclusion des personnes handicapées, ils sont là, what? Il y a un problème là, mais pourquoi vous ne faites pas partie du truc? Pour eux, c'est beaucoup plus logique. Le travail qu'ils font, ils le trouvent normal, essentiel, ce qui n'était pas le cas avant. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport aux étudiants, et il faudrait que les étudiants prennent le pouvoir pour secouer les professeurs. On part en insurrection dans les écoles, dans les écoles d'art. Un nouveau mai 68, quoi. À bon entendeur. Peut-être pour rebondir, Camille Farah-Buller, peut-être expliquer un petit peu les programmes que vous mettez en place.
votre Je pense classe? qu'un bon exemple, c'est un atelier qu'on a commencé depuis 3 ans maintenant, qui est en première année et qui questionne justement les normes, enfin la définition de la norme du corps dans la mode, parce que c'est une conclusion en fait à laquelle on est arrivé, notamment durant le casting, c'est que à la fin de l'année, on se retrouve avec des vêtements qui sont faits en taille 36. Ouais. Et puis du coup, pour des raisons aussi de budget et d'organisation, on doit faire un espèce de tournus dans les modèles qu'on choisit, et on se retrouvait à devoir prendre des personnes extrêmement normées. Et en fait, on s'est dit, ah, mais qu'est-ce que font nos étudiants? Puis on s'est dit, mais qu'est-ce que nous, on fout? Parce qu'en fait, en première année, généralement, on les fait travailler sur un modèle, un stockman, qui sont ces mannequins. Je pense que tout le monde a cette image un peu romantique du mannequin de couture. Ben, c'est toujours le même. Qui était au départ dans des tailles extrêmement petites, quoi, du 34 ou du 36. Et puis, en fait, on donne ça à nos étudiants. Après, on leur fait travailler le patronage ou le moulage autour de ces mannequins. Et puis, en fait, 3 ans après, leurs bases de patronage sont en 36 et puis les collections sont en 36. Donc l'atelier intervient vraiment en première année, où ils sont amenés à retravailler en fait ces stockman qui sont maintenant déjà en taille différente, et puis à se positionner et directement travailler, collaborer avec le modèle, parce que c'est ce qui se passe aussi beaucoup, c'est qu'on produit des vêtements, on construit des collections et après on cherche des personnes qui rentrent dedans. Et ça, c'est un peu le problème de la mode et de l'industrialisation qui a tout normalisé. Et c'est vrai que là, on essaie de revenir à une autre manière de fonctionner, et qui serait de aussi valoriser tout le processus qui est derrière, et qui est donc justement la collaboration et l'échange, et d'éviter de retomber en fait dans ce cliché-là. Donc ça fait partie des ateliers qui sont mis en place. Après, il y a aussi beaucoup de discussions qui se font, notamment dans mon séminaire, autour des questions d'inclusivité et de diversité, sans utiliser ces termes, parce qu'on sait qu'ils sont aussi un petit peu bateaux quand même à un moment. Et puis, un des problèmes, on en parlait avant, mais on en parle beaucoup, c'est la question de l'appropriation culturelle aussi, qui revient beaucoup dans le médium qu'est la mode. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est approché et théoriquement et en pratique, en essayant de trouver des solutions collectives. Et je crois que vraiment de donner plus de place aux étudiants, que c'est aussi une des solutions qu'on essaie de mettre en place et qu'on a trouvé pour faire avancer nos systèmes en fait, et nos structures et nos façons de fonctionner. Voilà, je me suis un peu étalée. Mais... Pas du tout. Donc, Nyansaku Mufankolo, donc vous êtes déléguée à l'inclusivité et à la diversité à la aide. Et je pense que tout le monde a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce rôle, notamment dans quel contexte le poste a été créé, parce que je pense que c'est un poste qui reste rare dans les écoles. Alors déjà, voilà, peut-être la première question, c'est combien de confrères, consoeurs existe-t-il en Suisse, en Europe, dans le monde, et comment, enfin, je sais pas, on ouvre. Et voilà, donc comment le poste a été créé, et comment est-ce que vous réussissez à mettre en place des missions pour faire changer les choses? Alors, peut-être commencer par le début du début. L'ouverture de ce poste... La fameuse lettre. La fameuse lettre, exactement. En fait, le contexte dans lequel ce poste a été créé est très spécifique. Je pense que peut-être vous en doutez bien. En 2020, il s'est passé beaucoup de choses, notamment en termes de revendications, en termes de lutte sociale, etc., etc. Et c'est vrai que suite à l'assassinat de George Floyd en 2020 aux États-Unis, comme vous le savez, il y a eu le mouvement qui existe toujours, Black Lives Matter, etc., etc. Et beaucoup d'écoles d'art, beaucoup d'institutions en fait du monde culturel ont été interrogées pour saisir et comprendre, en fait, oui, d'accord, vous dites qu'il faut être contre le racisme, etc., etc., mais concrètement, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, cette remise en question un peu du discours performatif pour avoir quelque chose qui soit concret. Donc la aide a aussi été interpellée, comme à peu près toutes les écoles d'art et beaucoup de musées et centres d'art, etc., etc. Et il y a eu comment ça s'appelle? Ouais, une commission mixte, exactement, merci, extraordinaire qui a été faite.
Et donc, la direction a pris un peu action et note des revendications et des demandes qui émanaient de la communauté aide de manière générale, donc autant du corps estudiantin que professoral, enfin c'était vraiment un ensemble. Et il y a eu un groupe de pilotage qui a été créé, qui s'appelle Aide Inclusive, et qui a pensé à un ensemble de proto-mesures, en fait, qui visaient déjà à justement mettre en place un début de mesures pour aller vers plus d'inclusivité de manière générale. Et parmi ces mesures, il y a eu justement ce poste, délégué à l'inclusivité, avec une volonté forte d'avoir non pas un poste un peu performatif, c'est-à-dire de rajouter par exemple 5% à une personne déjà en place ou 10% juste pour faire entre guillemets genre, mais d'avoir véritablement en fait un poste fort et pérenne qui soit en même temps un poste d'enseignement, parce qu'il y avait déjà cette vision un peu de transversalité, c'est-à-dire d'avoir une vision transversale sur l'entier de la aide, autant au niveau de l'enseignement que aussi des besoins de manière générale, parce que l'inclusivité, ça touche absolument tous les rouages. En fait, c'est véritablement, on va dire, la manière dont je l'imagine, c'est quelque chose qui est comme des racines qui sont en même temps, qui se propagent, mais qui en même temps s'enfoncent dans la terre. Donc pour ça, il faut avoir une vision générale. Et j'ai postulé, j'ai eu le poste, apparemment, je suis ravie. Hein. Et voilà, donc c'est-à-dire que depuis ce moment-là, moi, ma vision, donc je suis toujours entourée du groupe de pilotage, qui est mon groupe de soutien et de backup, justement pour réaliser des groupes de travail, avec des personnes qui sont à tous les niveaux, donc autant des personnes qui sont membres du conseil de direction ou du personnel administratif et technique. J'ai aussi des personnes contacts chez les assistants ou chez les étudiants pour qu'on puisse justement, à travers une vision, on va dire la plus entre guillemets globale, qu'on puisse voir aussi quels sont les angles morts, parce que c'est sûr que seul, je n'ai pas une vision panoptique de la aide. Mais c'est-à-dire que depuis les ensembles de mesures que je suis en train de mettre en place touchent absolument tous les secteurs en fait. Autant par exemple quelque chose qui est très important, on parle de l'éducation. C'est vrai que nous sommes une école et donc il est important que les personnels, autant les équipes assistantes que le personnel enseignants ou administratifs et techniques puissent être formés, tout simplement. Parce qu'en fait, de demander à des personnes de se rendre compte de choses qui sont invisibles, il faut déjà les rendre visibles et il faut que ces personnes elles puissent être formées et qu'elles puissent avoir accès justement et être formées par des personnes concernées, avant toute chose, pour commencer déjà à bouger un peu les choses. Parce que l'enseignement et l'éducation, ça ne s'arrête pas juste après l'école. Il faudrait que c'est un processus qui doit être constant, c'est un processus qui doit être fait sur le long terme et qui doit être sans cesse renouvelé parce qu'en fait la société elle bouge vite, elle bouge très très vite. Tout ce qui se passe actuellement dans la société et qui est reflété par nos étudiants bouge excessivement vite. Or les institutions, on sait que c'est un peu des monolithes qui bougent plutôt lentement. Donc il faut pouvoir garder le rythme. Je crois que je m'égare. Non, du tout. Mais je pourrais continuer très longtemps. Mais en dehors de ça, il y a l'enseignement, il y a des questions d'accessibilité, aussi au pluriel. Donc les accessibilités, les différentes formes d'accessibilité, les accompagnements aussi des étudiants. Non mais il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais pas sortir ma tapisserie de Bayeux maintenant. Je me posais une question, parce que vous intervenez donc tous les trois dans le cadre d'école. Est-ce que vous avez mis, on va dire, un peu une espèce de charte, est-ce que vous donnez un peu des espèces de règles que vous souhaitez mettre en place pour créer, on va dire, un climat inclusif, acceptable, positif, un peu avec les étudiants avec lesquels vous échangez ? Alors, je crois qu'une chose déjà toute simple, c'est de commencer par demander les pronoms. Ça, c'est une des premières choses que moi j'essaie de mettre en place. Après, j'ai l'impression que l'espace dans lequel on enseigne est aussi assez important, parce que des fois, on se retrouve dans des salles
ultra académique comme ça, on est sur une petite estrade derrière un micro et un ordinateur et on a des étudiants qui sont très loin derrière. Ça, c'est des choses que moi j'essaie de changer. C'est difficile parce qu'on n'a pas forcément accès à tous ces espaces tout le temps, mais d'essayer de repenser la configuration en fait de la pièce. Et puis après, j'ai l'impression que c'est des petites choses dans la façon dont on échange à plusieurs, essayer de pas toujours essayer de faire la place en fait pour que certaines personnes qui d'habitude ne prennent pas forcément la parole puissent le faire. Je pense que j'arriverai pas à dire comment, mais c'est vraiment d'être assez attentive en fait à ce genre de choses au sein d'un cours, d'un séminaire. Après, moi, j'essaie aussi d'amener souvent des textes et puis après qu'on puisse en débattre, de pas être de pas essayer de présenter mon savoir comme s'il était le seul et l'unique, et puis d'ouvrir vraiment la discussion. Jérôme Godin, peut-être. Donc moi, il ne faut pas oublier que dans mes interventions, je suis une pièce rapportée. C'est-à-dire que je dois m'intégrer dans un système préexistant. Par contre, alors, je rejoins ma prédominante. Une des choses très importantes que j'ai à faire, c'est d'être attentif à ce qui se passe dans la salle. Comme vous avez vu, je suis un peu provocateur et les provocations passent pas toujours. Et il faut être attentif à oser, si j'entends un ro, il faut que je puisse réagir à ce ro-là parce que j'ai peut-être touché à quelque chose, soit demander à la personne pourquoi elle le fait, ou si j'ai deviné, peut-être préciser ma pensée qui ne se veut jamais, bien entendu, si elle se veut provocatrice, elle ne se veut pas blessante, et d'être capable de s'excuser. Et ensuite, une des choses aussi que j'amène et qui est très importante, c'est de dire que je peux tout entendre et tout accepter. Parce que, en tant que personne handicapée, si je suis pas capable d'entendre quelqu'un qui me dit « mais moi, le jour où je suis en chaise roulante, je meurs », si je suis pas capable d'entendre ça, je peux pas faire évoluer les mentalités. Donc, être capable d'accueillir toutes les paroles et être capable, et puis d'essayer, à un moment donné, de voir un peu justement qui est timide pour lui dire mais est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire. Après, je ne peux pas aller beaucoup plus loin vu que je suis une pièce rapportée. Voilà. Nayan Sakou Moufankolo. On peut dire juste Nayan Sakou. Ok, Nayan Sakou. Let's go. Pour moi, c'est vraiment super important d'essayer d'instaurer un espace qui soit le plus accueillant possible à bien des égards. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, Jérôme, déjà prêter attention. Prêter beaucoup attention, observer beaucoup les personnes qui sont autour de moi. Par exemple, pendant mes cours, c'est vrai qu'une des premières choses que je dis, par exemple, toi, tu parlais des pronoms. Moi, je demande les pronoms. Mais la chose que je dis directement derrière, c'est seulement si vous le désirez. Seulement si vous vous sentez être dans un espace dans lequel vous avez envie de le faire. Si vous voulez, par exemple, simplement m'écrire un email ou vous ne voulez rien dire, c'est complètement libre. La deuxième chose est aussi que j'explique que c'est un espace pédagogique. Donc un espace avant tout où, bien évidemment, il y a des choses, parfois des énormités qui vont être dites, mais en fait, c'est l'endroit aussi pour pouvoir le dire et c'est l'endroit où, avec bienveillance, il faut expliciter peut-être pourquoi ce qui est dit ne doit pas trop être dit, parce que ça peut être blessant pour certaines personnes, etc., etc., et ainsi de suite. Après, une autre chose, c'est avant tout le dialogue. C'est le dialogue, c'est-à-dire de laisser aussi beaucoup d'espace au dialogue. Bien évidemment, on fait de la théorie, mais c'est aussi, bien évidemment, on lit des textes, on écoute des podcasts, on regarde des films, on regarde des extraits de vidéos, etc., etc. Mais aussi d'avoir la place pour pouvoir dialoguer et pour pouvoir échanger. Pour voir aussi si les personnes, par exemple, qui ne se sentent pas à l'aise de prendre la parole, puissent trouver une autre manière de pouvoir s'exprimer. Parce que le but, c'est pas non plus de forcer les personnes à faire des choses qu'elles ne souhaiteraient pas. Donc, par exemple, d'avoir un Teams channel, donc on a cette plateforme sur laquelle on peut aussi communiquer, où les personnes peuvent trouver justement des espaces d'expression, des espaces où on peut aller plus loin aussi que le cadre spécifique du cours et du séminaire. Merci beaucoup. Ça rejoint un peu, je pense, ce que présentait Muriel Robin au début de l'après-midi et aussi ce que disait Camille Farabulard. C'est vraiment l'idée de concrétiser. Véritablement, je pense que c'est un peu le terme clé de cette journée, de cette conversation, c'est de montrer qu'on peut
mener des actions concrètes et partir de la théorie pour aboutir à un véritable résultat derrière. Je pense qu'un des challenges aujourd'hui dans les écoles d'art, on en a un tout petit peu parlé en parlant du texte de Ben Barry, c'est ce qu'on nomme la décolonisation dans certains espaces, mais c'est vraiment l'idée d'avoir des curriculums qui soient le plus diverses possible. Ça rejoint aussi ce que disait Jérôme Godin tout à l'heure en disant il faut aussi inclure les personnes handicapées dans les classes en tant que professeurs et pas simplement parfois juste en tant qu'intervenant, mais véritablement partie prenante du système éducatif. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que ça serait possible de mettre ça en place, peut-être à un point de vue véritablement institutionnel dans une école ? Je pense que comme tout processus, c'est quelque chose qui doit être implémenté un peu petit à petit, parce que bien évidemment, on ne peut pas juste retourner la table d'un coup, sinon je pense qu'on l'aurait fait depuis très 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 longtemps. Mais ne tentez pas Jérôme Godin. Mais c'est véritablement, en fait, la question de la représentation, elle est centrale, en fait. La question de la représentation, elle est centrale, parce que dès le moment où on a des personnes diverses qui sont aussi à des postes de responsabilité, et pas uniquement, par exemple, dans, on va dire, le corps estudiantin, mais aussi des intervenants, des enseignants qui soient issus aussi des minorités. Ça donne aussi l'exemple aux générations de se dire, en fait, c'est possible. En fait, cet endroit, je peux aussi y avoir accès, c'est possible. Il y a des personnes qui me ressemblent, qui y sont parvenues. Et ça change absolument tout. Donc, je pense que c'est vraiment un processus qui doit se faire petit à petit. En fait, il ne devrait pas se faire petit à petit, mais il va se faire petit à petit. C'est un peu bon gré, mal gré. Et il faut en prendre la pleine mesure. Et là, c'est vraiment aussi le travail, notamment, je pense, de manière conjointe, non seulement d'un point de vue de la direction, mais aussi d'un point de vue des responsables de filière, etc., de porter des attentions. Parce qu'en fait, encore une fois, on est dans des mécanismes qui sont invisibles. Donc, bien évidemment, il faut passer par ce processus où on rend visible et on se dit, OK, je le prends en considération, j'essaie d'y faire attention et de faire en sorte que ça se fasse. Pour que petit à petit, ça devienne une habitude. En fait, il faut normaliser. Arrêter de faire en sorte que ce soit quelque chose de hors norme, de incroyable ou quoi que ce soit, mais que ça devienne la norme et qu'en fait, ce soit juste la norme. Juste, faut qu'il n'y ait plus de normes. Ensuite, deuxième réaction. Apparemment, ça plaît au public. Génial. Puis la deuxième chose, je pense que, et c'est important de le dire aujourd'hui, je pense que justement des organismes comme Asa Handicap Mental et d'autres, j'en appelle plein d'autres, je ne sais pas, Pro Infirmiers, enfin tout, et même les autres, des organismes féministes et autres, doivent mettre le pied dans la porte et dire, nous, on veut que vous mettiez en place des cours, on veut être présenté. Je veux dire, parce que on l'a bien vu, il a fallu qu'il y ait le Black Lives Matter à un moment donné qui arrive, et puis qu'il y ait aussi le phénomène MeToo pour que soudain les institutions se sentent obligées de bouger. Donc je pense que les forces sociales ont un rôle essentiel, les associations ont un rôle essentiel, parce que sinon, les professeurs, assistants que vous êtes, vous allez vous épuiser tout seul. Et vous avez besoin de nous. Une très belle manière de dire les choses. J'aimerais juste revenir sur la question des curriculums, peut-être avec Camille Farabuller. On peut aussi dire Camille. Très bien. Très bien. Très formel. Eh bien, Camille, j'arrête d'être formelle. Donc peut-être Camille nous parler un peu de toi qui enseignes des cours théoriques, comment s'assurer que la représentation ne soit pas simplement visuelle, mais qu'elle le soit aussi dans les textes, que les étudiants puissent lire des textes écrits par des personnes racisées, ou en tout cas des personnes minorisées de manière très globale. Alors moi, j'ai dû commencer par déconstruire mon éducation, puisqu'en l'occurrence, j'ai pas eu accès à toutes ces références durant mon bachelor en design mode. Et c'est en arrivant en art visuel où j'ai eu la chance de
d'approcher une personne qui est devenue ma tutrice et qui est encore mon mentor, qui s'appelle Anthea Hamilton, qui est une artiste, en l'occurrence qui est une femme racisée, et donc d'où la question de la représentation et de l'identification, hein, et qui m'a donné aussi accès, je pense, à beaucoup plus de références que j'avais à la base, donc ça m'a beaucoup aidé. C'est un travail que je continue à faire en essayant de suivre des formations quand je peux, pour continuer à nourrir mon répertoire, et j'essaye aussi d'inviter en fait durant les séminaires des personnes concernées en l'occurrence à venir présenter, parce que l'idée, comme c'est aussi de faire aimer un peu la théorie, c'est d'amener des personnes qui traitent de certaines thématiques dans leur pratique pour montrer que c'est faisable, et en plus qui sont des personnes concernées par les thématiques abordées. Donc est-ce que tu as un exemple peut-être Oui, alors par exemple Tara Mabiala, qui est une de mes collègues aussi de travail sur d'autres projets, qui a travaillé par exemple durant son master sur la question du care, et qui l'avait clairement mis en place donc dans son thèse théorique, mais aussi en pratique dans sa présentation, dans les vêtements qu'elle a présentés. Elle est venue, elle a déjà intervenu 1 ou 2 fois, et puis le départ du séminaire, c'est un texte qui parle justement du care, et tout d'un coup on voit que c'est pas quelque chose de théorique comme ça qui vole un peu dans les airs puis qu'on va oublier, mais que c'est complètement applicable à un design de mode, puisque le résultat de sa collection était vraiment très très belle et très touchante. Donc voilà, l'exemple, j'en ai d'autres, mais... juste peut-être, Jérôme Godin, j'ai l'impression que la question du handicap, quand on parle de diversité et d'inclusion, reste un petit peu le parent pauvre du débat, et j'ai envie d'avoir vos mots pour nous expliquer pourquoi. Vous voyez, un événement comme aujourd'hui, où on a une transversalité, c'est-à-dire toutes les formes de handicap, c'est extrêmement rare. Vous voyez, ce que j'aime beaucoup, je suis une personne à mobilité réduite qui intervient dans un projet fondé par ASA Handicap Mental. D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, quand j'ai été amené à collaborer sur une mise en application de la Convention des droits des personnes handicapées avec donc des personnes avec un handicap mental, et ils ont tout de suite parlé des personnes à mobilité réduite, alors que moi qui suis dans ce groupe-là, on a tendance à pas penser dans un premier abord à ceux qui ont un handicap mental. Donc je pense que notre responsabilité à ce niveau-là, c'est d'être plus transversal pour former un groupe plus uni pour dire « et oh, on existe ». Et ensuite, je dirais que l'autre grand problème, c'est qu'on a on va dire une représentation sociale qui est très lourde. C'est-à-dire que l'handicapé qu'on aime, c'est celui qui s'en sort, on aime bien le sportif. Je veux dire, généralement, on parle surtout des handicapés lors des Paralympiques. Donc, c'est le sportif qui aurait dépassé son corps malade ou difforme pour être quelque chose de plus conforme à une société. Et puis dès que vous êtes l'handicapé qui râle, qui dit que ça ne fonctionne pas, moi j'ai déjà donné des cours où on me reprochait de ne pas être positif. L'handicapé doit toujours sourire et être positif. Mais des fois, on a une vie de merde et on a le droit de le dire. Peut-être que Nayan Sakou et Camille, vous voulez rebondir. Je pense que ça fait écho, je pense, à beaucoup de gens, ce que vient de dire Jérôme. Ouais, et puis en plus, il y a une spécificité, c'est que les personnes en situation de handicap on est excessivement infantilisés. Ouais. Et en fait, l'infantilisation fait qu'il n'y a pas de représentation, parce que c'est la même chose. Si on prend l'exemple des enfants, ils ne vont pas être représentés. Parce qu'en fait, les adultes, donc les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, parlent pour et au-dessus et ne donnent pas le micro justement aux personnes concernées. Donc c'est sûr que l'espace médiatique, il est aussi occupé par ce regard un peu surplombant et paternaliste de « on ne va pas donner le micro, surtout pas », parce que à cause de cette infantilisation. Camille, peut-être.
Bon, mais je crois que mes collègues ont fait le taf. Je pense que Jérôme voulait rebondir. Juste une chose, pour se donner espoir. C'était le cas des femmes au 19e siècle. On les infantilisait. Et je crois qu'elles sont pas mal sorties. Donc on a peut-être une chance de s'en sortir nous aussi. Encore un petit siècle ou deux. Encore un petit siècle ou deux. Je pense qu'elles le sont toujours. Elles le sont aussi toujours. Pour rester peut-être sur une note positive, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place et dont vous avez envie de nous parler, ou alors des choses qu'il reste à mettre en place et sur lesquelles vous pensez qu'on devrait travailler un peu plus? Non. Feinte, petite feinte. Encore une fois, comme j'ai pu le dire, mine de rien, pour moi, c'est quand même une sacrée victoire d'avoir pu réussir à faire des changements au niveau de ce fameux bâtiment patrimonial auquel il ne faut pas toucher et qu'il y ait quand même quelque chose qui se fasse. Alors c'est certes un petit peu, mais c'est toujours mieux que rien. Et oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'on a aussi, en tout cas au niveau de la aide, là on a des nouveaux travaux d'aménagement sur l'ensemble du campus en termes d'accessibilité qui vont être mis en route parce que, encore une fois, c'est toujours des processus qui continuent. Je suis aussi super content parce qu'on prend aussi, alors moi j'ai remarqué, c'est vrai qu'en étant aussi répondant égalité des chances, je suis aussi directement en contact avec les étudiants et les différentes nécessités, et c'est vrai que il y a une augmentation de personnes qui sont en situation de handicap, des personnes qui sont neuroatypiques, etc., etc. Et c'est de mettre aussi, de parvenir à trouver, alors certes c'est toujours la question de temporalité, mais de pouvoir agir en tout cas sur le court terme pour pouvoir préparer le moyen terme et le long terme pour que des choses se mettent en place de manière pérenne et que justement on n'arrive plus au moment où on est forcément dans l'urgence parce qu'il y a quelque chose de spécifique, encore une fois, de spécifique par rapport à ce discours, mais que justement ça devienne une norme et que les infrastructures soient adéquates et que ce soit effectivement la norme. Après, il y a beaucoup de choses qu'il faut continuer de faire parce que c'est un travail de fond, c'est véritablement un travail de fond, c'est une course de fond. Donc je vais bientôt exceller dans le marathon, mais je continue en fait. Je crois qu'une des choses que j'aimerais souligner, c'est l'arrivée de ton poste et ton arrivée, du coup, qui est déjà la preuve qu'il y a un changement. Je crois que de voir aussi que ça se passe au niveau estudiantin, c'est aussi assez agréable. Il y a une espèce de force comme ça qui vient d'en bas et qui est vraiment synonyme de changement. Et puis je crois que au sein du département mode, moi, ce qui me donne quand même pas mal d'espoir, c'est les collections des diplômants master et bachelor de l'année passée qui ont montré qu'on pouvait faire de la mode, qu'on pouvait rester dans les questions de désirabilité tout en proposant des corps différents en fait, au final et en collaborant. Et je crois que c'est assez important de le noter. Je pense que c'est un bon pas vers le changement. Et puis si je puis... Vas-y. Toujours dans la même ligne, ça fait aussi du bien de voir d'être entouré et puis d'être soutenu aussi par justement la direction, par des collègues. J'ai aussi beaucoup de collègues qui sont derrière moi aussi, des étudiants, et puis de voir qu'on est véritablement dans ce travail collaboratif. Et ça, c'est vraiment priceless. Et puis, moi, malgré tout, même si je suis une pièce rapportée, c'est qu'on vient de plus en plus me chercher. Déjà, qu'il y a des colloques comme celui-là où, je veux dire, il y a de plus en plus, je vois des gens de l'ECAL, de la haine, enfin, qui sont de plus en plus nombreux à rester, à écouter ce qu'on a à dire. Donc, et puis cette nouvelle génération, comme je le dis, moi, il y a 20 ans, pour vous donner un exemple, quand je me battais sur un tout autre sujet, mais l'accès au transport public, on me demandait, mais vous serez combien ? Et puis, ça va coûter combien? Aujourd'hui, vous dites ça à la nouvelle génération, de nouveau, ils vont dire quoi? Non, mais ça va pas. On doit tous pouvoir être ensemble. Pour eux, c'est plus une question de coût, c'est plus une question de combien, parce qu'ils sont dans cette vision
pluraliste de la société. Je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond qui s'est mis en place, et donc qu'il y a un vrai changement, qu'il faut qu'on l'accompagne, ce que j'essaye de faire à mon modeste niveau, et que, oui, moi, je râle beaucoup, je montre qu'il y a beaucoup de défauts, mais je suis aussi plein d'espoir. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de partir, parce que j'aimerais rebondir sur un point soulevé par Jérôme Godin, c'est la possibilité de la mise en place d'un regroupement collectif, peut-être, des écoles, pour réussir un peu à peut-être mettre en place, je sais pas, une charte à un niveau européen ou un niveau ne serait-ce que local, pour on sait pas, faut voir grand, faut voir très grand, mais en tout cas pour permettre, on va dire, d'avoir un espèce de statuer en fait sur l'accessibilité à tout le type d'étudiants aux écoles d'art. Bah ça, je pense que c'est un énorme travail où les directions doivent déjà aussi se rencontrer, etc., etc. C'est vrai que en termes, par exemple, d'accessibilité, nous, on a une charte qui est bien précise. Après, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il en est de l'ECAL, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il en est des autres hautes écoles et universités de manière générale. Donc là, je pense que ce serait un travail, entre guillemets, vraiment collectif, mais de vraiment prendre le temps de se rencontrer et de mettre les choses en place pour voir qu'est-ce qui, effectivement, pourrait être possible. Mais dans ce que j'ai dit, j'aimerais le redire ici, c'est que c'est déjà aussi de collaborer dans des projets et dans des cours en commun, parce que c'est bien joli, mais on vient me chercher pour des fermetures et des boutons. Je reviens sur cet exemple au niveau de l'école, mais ils n'ont pas les compétences sur le vêtement, sur le tissu. Et au lieu qu'on perde du temps, qu'on m'appelle une fois pour le vêtement tissu, une fois pour les boutons, une fois pour le droit, une fois pour le sociologique, j'aimerais bien que on commence à penser les problématiques en global. Et là, je pense que c'est juste dire faisons de l'interdisciplinarité, faisons que les écoles se mettent ensemble, et puis surtout qu'ils font de la pub pour ça, donc qu'ils l'appliquent de nouveau. Et puis quand tu parles de charte européenne, le gros problème, c'est que la Suisse, on est hyper en retard. Quand moi je suis passé à la télévision autour de ce fameux manifeste. J'ai mon voisin anglais qui m'a dit, mais en Angleterre, ça fait des années que c'est inclus, ça. Ça fait des années que, je veux dire, dans les pays anglo-saxons, il y a les Disability Studies qui existent, qui sont l'équivalent des étudiants, mais pour le handicap. Je veux dire, il y a plein de pays en Europe où, et même vous, quand vous regardez l'Union européenne, il y a un certain nombre de normes et de chartes qui existent déjà. C'est juste la petite Suisse qui, malgré qu'elle est riche, qui, malgré qu'elle se dit démocratique, ne veut pas avancer, met les pieds devant le mur. Il n'y a qu'à voir l'application par le Conseil fédéral de la Convention des droits des personnes handicapées. L'ONU leur a tapé dessus, mais très violemment. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Si jamais il y a des questions dans le public, c'est le moment. Il nous reste quelques minutes pour ce colloque, donc n'hésitez pas à intervenir. On peut faire circuler, je pense, des micros. Oui, alors je ne sais pas s'il y a un petit micro. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis Corinne Bonnet-Mérier, je suis en même temps la présidente du club en fauteuil roulant de Genève et en même temps conseillère municipale en ville de Genève. Et je suis très émue, très émue aujourd'hui, ce qui explique aussi un peu ma voix. Je suis autant admirative du travail qui a été fait et présenté aujourd'hui que quelque part, j'ai envie de dire dépitée, parce que depuis tout à l'heure, on discute d'inclusivité, on discute de design universel, on discute il y avait un autre terme, le design, la conception universelle. Moi, à Genève, je me bats pour l'accessibilité universelle, forcément. Et je me dis, en fait, on ne devrait pas avoir à se battre. On ne devrait pas avoir à se battre comme ça. Je trouve que, voilà, on est tous des êtres humains. Ici, on est, je ne sais pas combien,
On est tous et toutes différents. Mais c'est cette différence qui a fait la richesse de cette journée. Et c'est cette différence-là qu'il faudrait qu'on mette en avant. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas devoir se battre pour que cette différence, quelle qu'elle soit, soit une bataille à devoir mener. Voilà. Donc moi, je voudrais vous remercier parce que chaque fois que j'assiste à un colloque Tu es canon, je suis très émue. Je ramène toujours un peu de ça avec moi. J'essaye de faire avancer les choses. Et je rassure M. Gaudin, les politiques prennent le bus. Pas tous. Non, nos ennemis ne le prennent pas, cas. juste pour le dire. Je ne vais pas citer de parti politique, mais généralement, ces partis-là, ils prennent des voitures et des SUV et ils ne sont pas très écolos. Alors je prends le bus. Donc je vois. Et voilà, enfin, voilà, merci pour tout ça. Et je crois que mon souhait à la fin de cette journée, c'est vraiment, voilà, le message qu'il faudrait vraiment qu'on fasse passer, c'est que la différence, c'est la richesse. C'est ce qui nous crée tous. On vient tous d'endroits, de zones différentes. Et il faut qu'on se serve de ça. Voilà, merci. Merci à vous. Oui, bien. Alors, bonjour tout le monde. Je viens de Genève. Je trouve cette journée s'est bien passée, il n'y a pas de souci. Mais on revient toujours à la même question, à savoir une réelle inclusion, c'est quoi? Réelle inclusion, c'est on veut faire les ateliers protégés, par exemple, comme moi je travaille, à foyer handicap pour tout dire. Et eux aussi ils font des tas de discours sur l'inclusion et tout ça quand je travaille. Je les entends dire il faut qu'on fasse évoluer les choses, il faut que les gens ils peuvent devenir un peu plus autonomes, qu'on a besoin de construire d'autres endroits avec des immeubles gérés par des régies, mais dans ces immeubles-là, on met des personnes handicapées et tout. Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté d'inclusion? Malheureusement, je ne pense pas. Parce que s'il y en avait une, moi je peux dire, j'ai fait une expérience pour tester ça et ça est très très amer ce que j'ai vécu. Donc je dirais jamais assez, mais j'ai fait une école essayé en tout cas, faire une école de son. J'avais un curateur, il a tout pris mon dossier avec mon maître socio-professionnel aussi. Devant mon maître socio-professionnel et mon curateur, ils ont dit pas de problème, on va l'intégrer, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, je montrais aussi une grande passion pour ça, parce que c'est vrai, moi j'ai passion de musique, donc passion de métier du son aussi. Et après quelques temps, ils m'ont dit, sans me dire, hein, mais ils m'ont fait comprendre, écoutez, non, ça ne marche pas. Sans me le dire pourquoi. Et même sans me dire, écoutez, ça ne marche pas. C'est moi qui ai dû aller vers eux en lançant des coups de fil et tout. Personne ne me répondait, m'ont mis complètement de côté. Donc ce que je en retiens de cette expérience, c'est que non, l'inclusion n'est pas encore en train de se faire. Et je suis très très déçu à ce niveau-là. Voilà tout ce que je veux dire. Merci Nils. Il y avait la jeune fille. Bonjour, je suis artiste peintre depuis l'âge de 12 ans. J'ai un trouble autistique, je suis HP. Je voulais dire quelque chose qui est... Oh, on m'entend? Je voulais vous dire à tous que... le micro... En tant que personne qui a un trouble autistique et qui est artiste depuis l'âge de 12 ans et qui fait des expos depuis l'âge de 12 ans, je veux vous dire que le plus important en tant que personne qui est artiste, c'est de développer les compétences en tant qu'artiste et développer qu'on a un handicap, l'artiste. Et pas penser à un diplôme, mais bien penser à développer. Si on m'avait donné peut-être les occasions de développer mes capacités en tant qu'artiste peintre, j'aurais peut-être été dans certaines écoles. J'aurais peut-être eu beaucoup plus tôt. J'aurais peut-être pu faire
des grandes études, même si j'ai des difficultés. Je veux juste demander à tout le monde de penser que les personnes qui ont un handicap, qui ont un handicap, doivent être adaptées dans les milieux artistiques, aux milieux professionnels. On a besoin. Et on a besoin dans les milieux universitaires, parce que je suis aussi étudiante à l'université, et du coup, il faut développer tout ça. Et je trouve ça pas normal que, par exemple, l'université où j'étais, où j'ai inclus Kinetic Columbia, que eux, en fait, ils incluent les personnes aux États-Unis, mais ici, ils ne le font pas. Pourquoi l'université de Columbia et Yale incluent dans des programmes d'études comme le programme où j'étais des plus inclusifs de genre qui féministes dans le milieu universitaire, plutôt que ce programme-là n'existe pas? Pourquoi les programmes d'inclusion aux troubles autistiques n'existent pas dans les programmes d'études comme ils font dans ces universités, partout? Pourquoi les États-Unis ou l'Angleterre incluent plus? Pourquoi on est obligé de partir à l'étranger plutôt que rester en Suisse? J'aimerais juste répondre à ton pourquoi un tout petit peu. C'est que dans le monde anglo-saxon, on ne considère pas les handicaps comme des maladies. On a pris ce biais au niveau des droits humains. Et du coup, au moment où les handicapés ont lutté dans ces sociétés, ça a beaucoup plus parlé et ça a été pris en compte. Alors que nous, malheureusement, dans le milieu francophone, on maintient l'aspect médical des choses pour continuer de nous considérer comme un autiste, il est malade, donc il peut pas. On est encore dans ces conceptions-là. On doit se battre, je me bats, mais j'avoue que c'est dur et c'est injuste. Ça, je le conçois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'inclusion. J'ai l'impression que quand on veut réussir en tant qu'artiste, ma question est posée, c'est pourquoi on n'inclut pas, pourquoi on n'a pas plus de professeurs qui sont... Moi, je suis personne non binaire aussi, donc pourquoi on n'inclut pas plus de personnes et pourquoi on ne fait pas plus d'actions, peut-être plus universitaires comme des conférences. J'avais vu quelqu'un qui était... Des conférences, ils font des séminaires aux États-Unis, des conférences, même au Québec, ils font des conférences, des séminaires sur le genre. Et c'est dommage aussi qu'on ne collabore pas avec eux. Et il y a beaucoup d'associations québécoises qui peut-être aimeraient collaborer avec nous ou collaborer avec des associations anglo-saxons, américaines qui voudraient collaborer avec nous. Peut-être, je trouve dommage qu'on a des accords américains et qu'on ne l'utilise pas. Pourquoi vous pensez, j'ai une question, pourquoi les accords américains ne sont pas utilisés aux Québécois en Suisse? Alors, peut-être que je peux donner quelques éléments de réponse. Ok, très rapidement, oui. Très rapidement. Ok, peut-être que je vais parler un peu vite pour essayer de répondre rapidement. Donc pour vous répondre déjà, en tout cas à la Edge, je pense que je suis la seule personne qui est issue à l'intersection de ces identités. Donc en tant que personne non binaire sur le spectre, etc., etc. Et c'est vrai qu'en termes de tradition aussi universitaire, les traditions anglo-saxonnes, elle commence à se répandre aussi ici. Donc ça prend aussi du temps. C'est-à-dire que par exemple, le champ de spécialisation que j'ai fait, qui est en New American Studies, qui traite justement de tout ce qui est des Cultural Studies, de Critical Theory, il n'y a pas 150 universités en tout cas ici qui le font. Mais ça tend à se développer de plus en plus. Et la question des partenariats, il y a des personnes qui sont aussi spécialistes, qui sont aussi locales, entre guillemets. Et je pense que, en tout cas d'un point de vue qui me concerne plus particulièrement, j'ai l'impression que c'est aussi très important de faire de la place justement aussi à ces personnes qui sont aussi spécialistes, qui sont ici, qui sont aussi des publics empêchés, qui n'ont pas forcément justement accès, mais qui ont plus que les compétences de pouvoir aussi venir enseigner, etc., etc. J'espère que c'était suffisamment vite. Et Merci. Donc je pense que de toute façon on aura l'occasion d'échanger un peu plus au moment de l'apéritif. Je pense qu'on me coupe.
Je laisse Teresa trancher. Je fais vite. Je voulais juste dire que les autres écoles ont deux types de contrats, les contrats fixes et les contrats vacataires, et qu'elles ont profité des contrats vacataires, donc des contrats précaires, pour diversifier leurs écoles. Donc c'est un appel aux directions, pérenniser ces postes. Que les directeurs soient présents aussi à ce genre d'événement. Donc, je pense que j'ai le micro qui ne fonctionne pas. Bon, vous m'entendez très bien. Juste, je dois laisser la parole maintenant à Raphaël de Riedmaten, qui va nous offrir la conclusion, on va dire, de ce colloque. Oui. Vous m'entendez? Oui, je pense que je vais avoir le terrible privilège, et je suis terrorisé d'essayer de résumer cette incroyable journée. Donc vous m'excuserez si j'arrive pas, voilà, si j'arrive pas à tout redire, mais je vais commencer par un mot qui m'a frappé au début, c'était la notion de corps politique. Moi, je suis directeur d'une association qui représente les organisations de personnes handicapées, dont notre comité est entièrement des personnes concernés, des experts, comme les étudiants de l'ECAL les appellent maintenant. Je suis aussi une personne concernée par le handicap et c'est à ce titre aussi que je vais essayer de vous faire une petite restitution. Donc la notion de corps politique, c'est vraiment cette notion que par notre différence, on a un discours politique. La mienne, moi je suis en situation irrégulière du handicap, ça dépend des circonstances et si je dois me lever ou pas, que je vais être plus ou moins en situation de handicap. Il y avait un moment dans l'histoire où on a beaucoup parlé des représentations et de l'évolution des représentations dans les campagnes de sensibilisation des grandes organisations d'aide aux personnes handicapées, et je précise aide aux personnes handicapées, et dans les campagnes de pub. J'avais peut-être deux remarques, et je vais essayer de ne pas trop être personnel aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ce discours qui évolue, et c'est une bonne chose, dans le cas des organisations d'aide aux personnes handicapées, il y a une contradiction fondamentale parce que le discours des campagnes de récolte de fonds sont complètement contradictoires avec le discours. Vous avez vu une campagne de pro-infirmisme, il y a des campagnes qui sont beaucoup plus larmoyantes et qui donnent une image négative du handicap. Et je pense que c'est la même chose avec les campagnes publicitaires qui donnent une image très, très stéréotypée et passéiste des personnes. Voilà. J'ai aussi retenu qu'il fallait reconnaître l'expertise des personnes en situation de handicap. Donc, beaucoup de personnes dans ce genre de milieu où on parle beaucoup de « nothing about us without us », rien sur nous sans nous. À Agile, on a décidé de changer ce logo et de dire simplement « rien sans nous ». C'est « nothing without us ». Et je pense que c'est le moment qu'on change ce discours et qu'on arrive vraiment à ce moment-là. Il n'y a rien dans la société qui doit se faire sans les personnes en situation de handicap. Je pense que là, il y a une évolution à faire et je regrette vraiment qu'on en soit encore à rien sur nous sans nous. Et heureusement, et c'était un petit peu ma crainte venant de venir ici, il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'autoreprésentants ou d'experts en la matière qui sont là aujourd'hui et ça me réjouit. Ce que j'ai aussi retenu du principe de la conception universelle qui a été abordé à plusieurs reprises, et je pense que c'est très, très important pour résumer ce manifeste de la mode. Une facilité introduite pour les personnes en situation de handicap représente un confort d'usage pour tout le monde. Et pas seulement un confort d'usage, je pense que c'est vraiment un avantage pour tout le monde. Donc moi, quand j'ai vu un peu le travaux des étudiants, je me suis dit ça serait bien qu'ils aillent donner des cours aux ingénieurs des CFF qui sont encore restés au concept de la diligence. Et je suis persuadé que c'est parce qu'il y a un moment donné au 17e ou 18e, au 19e siècle ou 18e siècle, je ne sais pas, on s'est dit qu'on allait mettre une diligence sur des roues avec quelque chose à vapeur, un cheval à vapeur dedans, et il a fallu, je pense, 150 ans pour qu'on se rende compte qu'on n'avait pas besoin de mettre les trains aussi élevés. Donc juste un exemple de à quel point les institutions changent lentement. J'ai aussi entendu une phrase qui m'a frappé, il faut oser
et être plus visible. Et puis ça, c'est vraiment peut-être une petite différence que j'ai notée longtemps dans le domaine du handicap, c'est que les personnes en situation de handicap n'ont souvent pas le choix d'être différents et d'être vus et regardés comme un objet différent. Et un sociologue du corps parlait de l'aristocratie du banal. Donc peut-être ce besoin et de personnes en situation de handicap de peut-être pas toujours être sous un piédestal. En même temps, et c'est presque une opposition, il y a un besoin peut-être d'être le metteur en scène de sa différence, d'avoir un contrôle sur qui on veut être, sur sa propre identité. Et là, il me semble que la mode ou toute la discussion d'aujourd'hui peut vraiment contribuer à permettre à la personne de définir sa propre identité. Voilà. Je crois que j'ai plus beaucoup de temps parce que la journée a été très longue. Il me reste 2 minutes pour essayer de tout résumer. Moi, j'étais impressionné par le travail des étudiants. J'ai noté quelques titres que j'aimerais donner à leurs inventions. Il y avait le bouton décalé, la fermeture untied me, le bouton à voile, la fermeture à voile, voilà, très joli aussi. Et je trouvais vraiment génial de penser les besoins de tous, de voir à quel point ce projet avait dégagé. J'étais vraiment, il en faut beaucoup pour m'émouvoir, mais ça m'a ému, comme Madame au fond, de voir le sort de ce plaisir contagieux de la création. J'ai aussi entendu le plaisir au lieu de la pitié comme moteur de l'action et aussi de l'inclusion. J'ai retenu aussi que les étudiants, toute la réflexion, c'était l'esthétique au service de la fonctionnalité, la créativité au service de la facilité. Et puis j'ai l'impression que c'était un projet porté par une curiosité joyeuse. Et dans mon travail politique, j'en aurais bien besoin. Je trouve que c'était très contagieux et très heureux de l'entendre. Dans le débat, ben oui, je connaissais effectivement une jeune Genevoise très, très talentueuse qui n'a pas pu aller à l'école d'art parce qu'elle était inaccessible. Et ça, c'est absolument incroyable qu'il y ait encore ce principe de proportionnalité et de protection du patrimoine. Mettez-la ailleurs, votre école. Tout simplement. C'est absolument impossible qu'en 2023, vous deviez encore vous poser la question, est-ce que le bâtiment, en étant délégué à l'égalité, que vous deviez encore vous poser la question, est-ce que le bâtiment est accessible? C'est de l'incompréhension absolue de ma part. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette question qui a été amenée, je ne vais pas donner le nom de toutes les personnes, mais cette idée de trouver une seconde peau. Et cette notion de bien-être, de trouver des vêtements dans lesquels on est bien. Et moi-même, j'accorde pas mal d'importance à l'habillement. Et avant le colloque, je me suis dit, il faut absolument que je m'achète des nouveaux habits qui soient vraiment cool. Donc, j'ai couru dans ma petite boutique. Il n'est pas très accessible. Et quand je lui ai parlé du colloque sur la mode inclusive, il a fait des gros étonné. Un peu comme si je lui parlais que j'allais à un colloque sur l'influence de la sexualité des fumures rouges sur le bac clergé breton. Heureusement, c'était pas le cas. Et je suis finalement ressorti avec une nouvelle paire de Converse. Et ça, c'est un petit clin d'œil à mon ami Sébastien parce que j'ai lu sa contribution dans le livre sur la mode inclusive. Et puis, il a réussi à me refourguer des Converse. J'en ai jamais porté de ma vie et je les ai pas mises aujourd'hui parce qu'elles sont pas encore, elles sont encore trop neuves. Mais cette question, et j'aurai un mandat pour et peut-être que mon vendeur de vêtements qui me vend des habits très chers que j'aime bien, la seule chose qu'il m'a dit, il m'a vu arriver pour la première fois avec un bâton, il m'a dit mais tu veux pas acheter un bâton un peu plus design. Donc la seule chose que j'ai fait pour me préparer aujourd'hui, j'ai peint en noir mon bâton pour que ça soit pas marqué trop Leki dessus. Donc peut-être qu'il y aura un mandat pour l'ECAL pour faire des bâtons vraiment design. Et puis si vous y pensez, regardez ces chaises roulantes, on pourrait tellement faire mieux en termes de design. Vraiment. Donc comme je suis un futur utilisateur d'un de ces engins, moi j'aimerais bien un truc de design, j'aime beaucoup le design industriel et je serais très heureux que ça soit un peu moins influencé par le modèle médical. Voilà, je crois qu'on a beaucoup parlé de diversité et ça me réjouit beaucoup de l'entendre. Et puis j'ai été vraiment impressionné aussi par la façon dont les étudiants de l'ECAL ont introduit, on parlait des experts.
évidemment des personnes expertes en la matière et vraiment sans plus de mention du handicap. Et j'ai vraiment le sentiment, et ça a été dit dans le débat avec insistance, qu'il y a une nouvelle génération qui voit les choses d'un regard complètement différent, et ça me donne un petit peu d'espoir que tout ce discours sur la transversalité pourra faire évoluer. Et puis j'espère aussi qu'on pourra sortir du validisme. Ce terme, j'aurais voulu vous poser la question. Est-ce que cette thématique du validisme est dans vos... à quelle place elle a dans vos cours? Je crois que c'est un peu trop tard, mais je pense que... D'accord, je me réjouis vraiment de l'entendre. Donc, et finalement, j'aimerais juste vous dire les choses que... J'ai une expression qui a aussi été dite... on a l'impression de s'attaquer au millefeuille. Donc agile.ch avec Inclusion Handicap, la Fondation pour la démocratie, une petite organisation de militants du Tatkraft, a décidé de lancer l'initiative pour l'inclusion. C'est pour ça que j'ai ces 2 i renversés pour ça. On la lancera le 27 avril. On va essayer de faire changer les choses vraiment au niveau du boulanger, même du construction de la maison du boulanger et peut-être même de la formation des pâtissiers pour garantir dans les faits l'égalité des droits des personnes en situation de handicap au niveau de la Constitution et aussi la liberté de choix. Comme vous le savez, la Suisse continue de ne pas respecter la Convention des droits des personnes handicapées, notamment en termes d'hébergement. Il y a énormément de personnes en situation de handicap en Suisse qui n'ont pas le libre choix du logement et nous voulons le faire changer. Et donc, dès que l'initiative sera lancée, il y a déjà un site internet initiative inclusion.ch. Je vous invite vraiment toutes et toutes, je vais y arriver une fois, à soutenir l'initiative pour l'inclusion, parce que je pense que c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut faire pour que ce soit plus possible. En tout cas, pour la prochaine génération, ça prendra du temps, on est en Suisse, mais que ce soit plus possible qu'une école ne soit pas accessible, qu'une école ne prévoit pas de la place pour les personnes en situation de handicap. Donc je vous remercie beaucoup pour cette journée et je trouvais que c'était vraiment très stimulant. Merci aussi à tout le monde. Petite demande assez comique pour finir cette conférence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire une Batmobile au lieu de ma chaise roulante, s'il vous plaît? Voilà, donc je ne sais pas comment vous remercier vraiment toutes et tous, tous ceux qui ont pris la parole, vous, le public magnifique, merci. Je souhaite qu'on poursuive encore tous ces échanges, encore et qu'on trouvera encore manière de collaborer ensemble. Nous vous attendons, donc, Élise et moi, pour la signature du livre que vous pourrez acheter donc, au Bookshop. Il y a un apéritif qui nous est très gentiment offert par le MUDAC, donc on peut continuer à bavarder autour d'un verre. Merci encore à toutes et tous.